Je m'appelle Fabien Moguen, je suis consultant en innovation par la donnée et j'ai donc le plaisir d'animer cette table ronde donc, sur le rapprochement entre public et privé à l'heure de la donnée. J'ai une petite introduction de 2-3 minutes sur le sujet et après donc, je donnerai la parole à nos intervenants. Et vous verrez que ça devrait être excessivement intéressant au vu des thématiques et des personnes présentes. Donc aujourd'hui, le constat, il est qu'il n'est plus possible d'envisager des projets data dispersés, menés séparément des acteurs publics privés de la donnée privée, enfin privés justement de la donnée privée, coupés, on va dire, des données des acteurs privés, plus ou moins ouvertes des fois, avec des formats différents, des plateformes techniques, parfois très concurrentes. Il est nécessaire au final d'apporter de la cohérence aux données à l'échelon d'un territoire. On peut parler de notion de gouvernance partagée de la donnée sur un territoire. Un acteur seul ne peut pas être actif au final aujourd'hui et véritablement innovateur à l'échelon de la donnée, que ce soit dans le public séparément, mais dans le rapprochement justement privé et public. C'est Elinor Ostrom qui avait été prix Nobel d'économie en 2009, qui avait justement analysé la gouvernance des biens communs. Elle expliquait qu'il n'y avait pas de modèle unique, des formes variées d'alliances originales entre acteurs publics et privés, spécifiques selon chaque contexte, mais toujours collectives. Elle avait été rejointe en 2017 par Henri Verdier dans son ouvrage « Commun numérique, socle d'une nouvelle économie politique », qui reprenait en fait une partie des travaux d'Elinor pour le spécifier justement à la data et au numérique, pour justement parler de commun numérique à ce jour. Plus concrètement, on a vu qu'il y a Rennes qui a lancé son service public métropolitain de la donnée. En 2021, ils ont commencé à faire un premier bilan qui s'est avéré mitigé, notamment sur le principe du partage et de la valorisation des données sur leur plateforme Rudy. Si le nombre de données libérées a été justement très limité, l'expérience a montré que le partage est une question au moins aussi technique que culturelle, que ce soit en termes de cas d'usage trop larges sur lesquels on va se disperser, sur la problématique du silotage ou encore donc sur les questions juridiques du RGPD. Donc dans ce contexte, la gouvernance partagée des données sur le territoire est nécessaire et a besoin d'avoir une démarche collective de production et d'exploitation. Il ne faut pas justement séparer les différentes actions. On est vraiment sur un sujet où on ne peut pas se dire qu'on va partager et derrière on a limité notre action. Il faut vraiment aller jusqu'au principe d'exploitation. Et pour ça, donc, j'ai le plaisir ici d'être accompagné donc, de Rémi Legrand, responsable du département Programme, Performance et Innovation de la Direction de la Sûreté à la SNCF. Sandrine Maton, responsable du domaine ressources à la Direction du numérique de Toulouse Métropole. Bertrand Montubert, président d'Equitia, une association donc, de préfiguratrice d'un pôle économique de la donnée. Et Marc Toulman, donc, conseiller régional d'Occitanie, en charge du numérique pour tous. Alors, le premier temps, donc avec Sandrine, avec tes collègues de la métropole, vous avez conçu la plateforme IA Data, composée intégralement de briques de logiciels libres. Le principe de souveraineté a été la base fondatrice de cette plateforme et de l'idée qui a porté au final sa conception. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet, s'il te plaît? Bien sûr. Donc bonjour. Donc la plateforme IA Data que nous avons construite à la métropole, nous l'avons fait, je dirais, avec nos petits bras. Donc vraiment complètement avec les ressources internes de la métropole, avec des personnes que nous avons recrutées spécifiquement pour ce faire, puisqu'il y avait des compétences que nous n'avions pas déjà dans la direction du numérique. Donc des développeurs, des DevOps, des architectes. Et puis on a construit cette plateforme donc, sur des serveurs qui sont installés dans notre data center, de telle sorte qu'on soit complètement maître de tout ce qui se passe. Et on a utilisé donc pour ça des briques 100% logiciels libres, ce qui fait que d'un point de vue économique, ça ne nous coûte pas très cher, ça nous coûte le salaire des personnes, ça nous coûte du temps de travail, beaucoup, puisque ça ne se fait pas comme ça. Mais on est complètement maître de tout ce qui se fait. Donc on a commencé à travailler sur des cas d'usage avec des métiers. Et c'est ça où où on peut faire effectivement l'analogie avec le pétrole, parce qu'on dit la donnée, c'est l'or noir, etc. Sauf que l'or noir, on sait très bien, il faut le prospecter, il faut l'extraire, il faut le raffiner avant de pouvoir en faire quelque chose. Donc il y a tout ce travail qui est fait. Alors je ne parle pas des problématiques techniques, parce que celles-là, elles se résolvent toujours. En revanche, effectivement, les problématiques d'aller convaincre nos collègues, de faire le prosélytisme, de partir vraiment comme le pèlerin avec son bâton pour expliquer en quoi ça peut les aider, de recueillir leurs besoins. Parce qu'ils peuvent arriver en disant, ben voilà,
Là, on a un sujet qui émerge. On aimerait savoir quels seront les impacts des travaux de la 3e ligne de métro sur la circulation. Bon, voilà, on a la question comme ça aujourd'hui. Mais avant de pouvoir en faire quelque chose, un cas d'usage réel, il faut qu'on discute avec le métier pour voir, détailler ce qui va se passer, trouver les données qui vont bien, trouver les données dont nous sommes propriétaires, dont nous sommes producteurs, les extraire, en vérifier la qualité, ça c'est toujours un grand moment, et puis voir comment on peut effectivement les croiser avec des données qui viennent de l'extérieur. Donc on a un partenariat avec Waze, donc voilà, on va pouvoir utiliser et compléter les données internes avec les données de Waze. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et donc on a comme ça fait plusieurs cas d'usage, et on le fait par verticalité, puisque les métiers ils travaillent en vertical, et en faisant en sorte que ces verticalités se diffusent, vous voyez, comme un peu comme on fait quand on construit une cathédrale. Les cathédrales, on ne les construit pas de la base jusqu'en haut, on les construit par verticalité entre chaque pilier. Donc on fait la même chose et on avance de telle sorte qu'on a travaillé sur la mobilité en parlant du stationnement. On commence à faire donc la gestion du stationnement, le contrôle du stationnement. Donc là, c'était une première verticalité. Une deuxième sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est comment on fait la prédiction. Donc on arrive maintenant à prédire le nombre d'enfants qui seront présents jour par jour dans chaque école. De telle sorte que la cuisine centrale, eh bien, quand elle fait ses projections de préparation de repas, eh bien, c'est mieux d'en produire 35 000 parce qu'il y aura 35 000 enfants que 38 000 parce qu'on a toujours peur de manquer. Donc voilà, donc il y a aussi cette problématique. Le sujet, c'était ça, hein, c'était la lutte contre le gaspillage. Donc voilà, donc on avance comme ça. Et on travaille donc avec nos collègues et on essaie toujours de voir comment on peut récupérer aussi la donnée, déjà de nos prestataires, puisqu'on a des marchés. Donc là, ça passe par des phases contractuelles. Et puis ensuite, après, une fois qu'on a la phase contractuelle, il faut aller discuter sur le concret de tout ça pour arriver à avoir le plus de données pertinentes au regard du cas d'usage qui est nécessaire. Voilà. Et ensuite, l'étape d'après, ça sera de croiser ces verticalités, puisqu'on a aussi une thématique sur la lutte, sur le monitoring des îlots de chaleur urbains. Et dans beaucoup de cas d'usage avec des prédictions, eh bien, la météo a un aspect important. Donc en ayant déjà ces éléments-là, depuis on a 3 ans de profondeur de données quotidiennes, quart d'heure par quart d'heure, donc on va arriver à faire des choses qui sont de plus en plus précises et de plus en plus intéressantes pour les métiers. Très bien. Du coup, on voit que vous avez déjà eu pas mal de cas d'usage qui ont mis en avance le besoin de récupérer de la donnée issue du privé. Comment est-ce que vous arrivez à porter au final ce besoin de données lorsque le cadre contractuel, je ne sais pas moi, une DSP qui serait antérieure à la loi pour une république numérique et qui du coup ne prévoirait pas forcément justement le partage de données, comment est-ce qu'on peut négocier à l'heure où aujourd'hui il y a des termes qui arrivent comme la question de données d'intérêt général justement? Là, c'est pas facile. Vraiment, ce qui est important, c'est vraiment ce cadre contractuel. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'avantage à la métropole, c'est que la donnée, c'est pas quelque chose qui est tout à fait récent. On a commencé avec l'open data en 2011, donc les problématiques contractuelles ont très vite été prises en compte, donc dans les marchés, dans les DSP, même si on en faisait à ce stade pas grand-chose, quoi. Mais on avait déjà anticipé en disant bon, si on n'a pas le cadre contractuel, le jour où on arrivera pour effectivement discuter sur le concret, récupérer la donnée, ça sera très très compliqué. Et c'est le cas. Hein, voilà. Donc on a beau être assez croyant, on commence à pratiquer, mais c'est pas évident. Et donc voilà, on en est là. Toutes les nouvelles DSP depuis 2016, voire même un peu avant, il y a des clauses contractuelles. L'ensemble des marchés publics, il y a aussi des clauses contractuelles. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à récupérer, à discuter avec les prestataires, les partenaires, puisque quand même, dans ces cas-là, enfin, il faut bien dire les choses comme elles sont. Quand on passe un marché public avec une entreprise, elle exerce pour nous, en notre nom et pour notre compte. Donc les données, elles sont à nous. Voilà, donc c'est aussi ce point-là qui doit être important à être répété et martelé. Les données, elles appartiennent aux commanditaires. Donc voilà, donc après, on discute sur un certain nombre de situations. Et puis effectivement, la loi pour une république numérique nous aide et nous appuie justement pour tout ce qui est mission de service public, où là, les informations, les données doivent nous être transmises, quoi. Voilà, donc on y va petit à petit et on le fait toujours. On n'y va pas tous azimuts comme ça, voilà, je veux toutes les données parce qu'il faut
il faut avoir une vraie utilité au moment donné, quoi. Enfin, au moment précis où le cas d'usage se pose. Donc on discute. Eh bien, sur le stationnement, on discute avec les opérateurs de parking en ouvrage. Voilà, on discute avec ces gens-là. Donc sur la mobilité, on discute avec nos amis de TCO, qui sont quand même dans la même grande famille, avec Waze, mais là on a passé le partenariat déjà. Et voilà, c'est ce genre de choses qui se font, mais vraiment par pertinence de la donnée. Voilà, puisqu'on veut... On le fait par cas d'usage, mais on veut les données, on va dire du cas d'usage, mais toutes les données qui sont directement concernées par le cas d'usage et celles qui sont connexes pour arriver à avoir quelque chose qui se tienne et pour faire notre meilleure production au service de nos collègues, au service de la métropole, au service du territoire. Parce qu'on s'amuse beaucoup, mais on ne le fait pas juste pour s'amuser, on le fait aussi parce que ça sert à quelque chose pour les autres. Je confirme complètement par mon expérience la difficulté de faire comprendre à des prestataires qu'en tant que la donnée appartient au commanditaire. J'ai rencontré le cas personnellement avec la problématique de restauration collective au niveau des écoles ou encore dans le cadre de données de plateformes de marché public. Mais bon, c'est encore d'autres sujets, mais c'est déjà du travail. Rémi, toi, tu es dans une configuration relationnelle entre privé et public qui est complètement différente, puisque dans le cadre de la sûreté ferroviaire, vous avez besoin pour pouvoir travailler au mieux sur cette notion donc, de continuum de sécurité, de travailler la main dans la main entre privé et public. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être déjà commencer très rapidement pour expliquer un petit peu le contexte de la sûreté ferroviaire, parce que ce n'est pas forcément connu de tous. Sûreté ferroviaire, c'est un organisme un petit peu particulier, alors qui appartient à la SNCF. Ça représente à peu près 95% d'agents opérationnels. Donc c'est des agents des forces armées qui ont des prérogatives un peu particulières de droit commun, droit de police judiciaire, droit administratif, qui permettent dans la vocation d'intervenir sur l'ensemble du réseau ferré pour la sécurisation des biens et des personnes. Une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, c'est une particularité européenne, voire mondiale. La seule équivalence, c'est le GPSR, côté RATP, sur le périmètre Île-de-France, et donc on intervient sur l'ensemble du réseau national. La problématique de la donnée, c'est un sujet qui est prépondérant pour nous. Prépondérant puisque actuellement, mais vous n'êtes pas sans savoir, on prépare les grands événements qui arrivent, donc Coupe du Monde de rugby 2023, JO 2024, mais tous les travaux engagés ont aussi vocation à laisser et créer un héritage pérenne. On est, comme tu l'as dit Fabien, pleinement partie prenante de ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Continuum de sécurité, c'est quoi ? C'est l'ensemble des forces qui vont travailler, qui vont œuvrer sur le territoire national pour sécuriser la voirie et les emprises, pour ce qui nous concerne côté SNCF. Donc on est amené à travailler très régulièrement avec la police, avec la gendarmerie, j'allais dire avec toutes les forces d'intervention spéciales potentielles, et puis aussi avec le contexte privatif, puisque dans les gares, vous pouvez aussi retrouver très souvent des agents de sécurité privés. La donnée, alors la SNCF on connaît bien, je pense qu'il y a eu une intervention ce matin pour en faire un petit peu l'introduction. On est extrêmement grand producteur de données. La SNCF, c'est une très grande entreprise, très matricielle, avec des sujets assez complexes. Et nous, sûreté, la donnée, on en a besoin. On en a besoin parce que c'est ce qui nous permet de, maîtriser ce qui se passe dans les gares, ce qui se passe dans les trains, maîtriser le climat sécuritaire et quelque part, c'est en finalité adapter notre réponse opérationnelle au plus efficace. La donnée, on la travaille, aussi bien, et ça l'a été très bien introduit, sur les cas d'usage, puisque l'idée c'est quand même de savoir qu'est-ce qu'on fait de la donnée, pour quelle finalité, sur les volets techniques, bien évidemment, mais je pense que les volets techniques, on a la chance en France, mais on a aussi potentiellement des partenaires européens, d'avoir un écosystème technophile extrêmement pertinent, mais aussi sur des notions éthiques, juridiques, et là c'est un sujet qui est très complexe. Déjà sur la notion éthique, j'ai la chance dans mon service de travailler sur plusieurs volets, donc on œuvre sur des programmes d'ingénierie sécuritaire, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un regard très transversal, très 360 sur ce qui peut se passer dans nos emprises en matière de sûreté et de sécurité. Et puis on a aussi des volets plus innovants, plus technologiques, on travaille énormément sur la vidéoprotection et l'intelligence artificielle appliquée à la vidéoprotection. Et une fois qu'on se dit ça, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a la cible, il y a la théorie, et puis il y a la pratique, et ce qu'on peut réellement faire. Et là, c'est un sujet qui est assez complexe, tant sur l'entrée en vigueur du RGPD, donc on est extrêmement sensible sur la
la responsabilité des processus, la responsabilité de la finalité de traitement des données. Et donc, quelque part, toute la transparence qu'on doit dans nos traitements et toute la relation qu'on a engagée avec la CNIL. Et puis, il y a aussi une particularité pour nous, Sûreté, qu'on partage avec les forces de sécurité intérieure, qui est la directive police-justice, donc qui contraint encore un peu plus le traitement des données, la nécessité de sécuriser ces données, notre capacité à les croiser, voire les diffuser. Je parlais de la vidéo intelligente, pour le petit raccourci. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez complexe. Je vais l'exprimer assez simplement. On est à la veille des grands événements. Pour faire très simple, la SNCF, c'est à peu près 60 000 caméras, grosso modo, hein, à peu près 15 000, 17 000 répartis en gare, et puis le reste dans les trains. Et puis vous pouvez comprendre assez aisément qu'on n'aura jamais 60 000 opérateurs qui viendront traiter les vidéos derrière. Une fois qu'on s'est dit ça, l'intelligence artificielle, c'est un axe, un vecteur forcément extrêmement prégnant pour nous, pour optimiser la capacité à ce qu'on appelle chez nous dans le jargon les vidéopatrouilleurs, c'est-à-dire la nécessité de pouvoir traiter les images de manière la plus automatisée possible, faire remonter ce qu'on va estimer d'intérêt pour pouvoir derrière agir et intervenir opérationnellement parlant. Aujourd'hui, le cadre juridique, il est très contraint. On a eu la chance par le passé, en toute transparence avec la CNIL, de mener certaines expérimentations, alors toujours dans le respect des lois, donc on n'était pas du tout sur du traitement biométrique. Pour autant, on a pu traiter des cas d'usage assez prégnants, de la recherche de personnes non biométriques par exemple. Et puis aujourd'hui, la CNIL s'est positionnée de manière un peu plus ferme. Je pense que certains d'entre vous, vous avez vu les retours, le rapport de la CNIL en ce premier semestre 2022, qui finalement, et c'est plutôt légitime dans son rôle, indique que mener des expérimentations en termes d'IA, ça doit être régi par un encadrement juridique. Donc notre travail aujourd'hui, en concertation avec le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur, c'est un fort lobbying pour justement arriver à décrire l'ensemble des cas d'usage, des finalités de traitement que nous souhaitons porter à travers l'intelligence artificielle, de manière à ce que, on parlait de l'éthique, ça soit encadré, qu'on sache pourquoi on le fait, qu'on se sente responsable de ce qu'on fait, et puis que ça soit accepté. Sur la partie acceptation, ce que je peux indiquer aussi, quand on a eu l'occasion d'échanger avec la CNIL, puis globalement dans l'écosystème national, quand on parle effectivement de l'intelligence artificielle et de l'acceptation sociétale de l'intelligence artificielle, on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup d'éléments factuels. C'est souvent du ressenti, ça peut être la quadrature du net qui va plus ou moins se positionner, mais est-ce que c'est extrêmement structurant ? On s'est doté récemment d'un petit partenariat pour mener une étude d'opinion qualitative, justement pour avoir un peu les retours de nos voyageurs sur les dispositifs de vidéo en gare, comment ils le perçoivent, quel pourrait être l'apport de la vidéo intelligente, et puis finalement, est-ce que c'est accepté ? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que pratiquement 70% des répondants étaient unanimement d'accord pour dire que oui, la vidéoprotection, il en faut, surtout si elle permet d'intervenir opérationnellement de manière beaucoup plus efficace. Et puis après, c'est ce qu'on a essayé de travailler de manière plus qualitative, c'était quelles étaient les finalités, les cas d'usage qui finalement étaient acceptés, attendus. On s'aperçoit déjà que le côté communication, un peu lobbying positif sur ce type de techno était déjà bien porté. Et puis par contre, effectivement, quand on parle de cas d'usage, il faut savoir les décrire. Quand il s'agit de retrouver une personne qui a commis un crime et de la retrouver efficacement à travers des systèmes de vidéo, quand il s'agit potentiellement de capter rapidement un emballement, une rixe, quand il s'agit de permettre, je pense que c'est un sujet qui vous touche directement, indirectement, de traiter les fameux objets délaissés en gare, qui est un fléau pour nous, qui cause souvent des énormes retards de train. Voilà, tous ces cas d'usage-là sont des cas d'usage qui effectivement sont acceptés. Par contre, quand on est sur quelque chose de très intrusif, qui va avoir vocation à faire du push commercial ou autre, là, effectivement, on ne rentre plus forcément dans l'acceptation sociétale. Donc ça a été un élément extrêmement structurant pour nous, et je pense qu'on va pouvoir nous en servir pour continuer ce lobbying et œuvrer, on l'espère, des évolutions législatives qui permettront des textes de loi qui nous permettront de rentrer dans cette démarche de travaux expérimentaux jusqu'à du déploiement opérationnel. Petite précision, et c'est pour ça qu'on fait un fort lobbying. Je pense que beaucoup d'acteurs ici autour de la table ont des compétences technologiques pour faire en sorte que les systèmes soient efficaces et marchent, parce qu'on n'est pas dans un laboratoire à faire tourner 3 caméras HD et puis nous assurer entre guillemets que les traitements sont à 90% efficaces. On est sur nos emprises, on est sur notre réalité opérationnelle.
Les tests, il faut les conduire maintenant. Ce ne sera pas à la veille des grands événements qu'on pourra conduire et déployer dans la foulée. C'est pour ça qu'il est extrêmement prégnant et qu'on attend très fortement et qu'on est bien évidemment à participer activement auprès de la CNIL, auprès de ministère des Transports, ministère de l'Intérieur et puis l'ensemble de l'écosystème, les entreprises privées, les startups, vers la conduite de ces évolutions juridiques attendues pour pouvoir lancer les travaux dès maintenant et être prêt à la veille des grands événements. Merci beaucoup Rémi. Bertrand, ça nous fait une transition parfaite au final sur ce qui vous a poussé à créer cette association Equitia. Aujourd'hui, on se rend compte au final que les intérêts économiques et l'intérêt général se croisent. Est-ce qu'il n'y a pas justement besoin d'un tiers de confiance? Vous en êtes convaincu et c'est pour ça que vous êtes lancé dans cette démarche? Oui, et effectivement, ce qui vient d'être dit montre aussi à quel point on est face à des questions qui sont extrêmement complexes, c'est-à-dire entre certains objectifs évidemment qui sont extrêmement partagés, assurer la sûreté, effectivement, c'est un droit fondamental pour les citoyens, mais aussi le faire d'une manière qui ne va pas conduire à une surveillance. On connaît les termes de surveillance numérique et les choses qui peuvent être particulièrement inquiétantes, qui sont, je crois, pas l'objectif que vous avez. Mais comment arriver à placer le curseur, comment travailler sur ces questions-là, c'est difficile et il y a peu de spécialistes pour le faire. Et c'est pour ça que quand on a construit Occitanie Data, qui est devenu Equitia, on a d'emblée lancé le chantier de l'éthique parce qu'il nous a paru que c'était fondateur, mais je crois qu'on a une table ronde juste après. Pauline Jordan, qui est là, interviendra sur la question de l'éthique et de la confiance comme avantage compétitif, si mes souvenirs sont bons, de l'intitulé de la table ronde. Donc je ne vais peut-être pas trop en parler maintenant pour que les participants aient bien envie de continuer, mais en tout cas, ça montre qu'on a besoin d'un travail conjoint entre les différents types d'acteurs. Et c'est là que je veux en venir, puisque c'est bien le thème de notre table ronde de maintenant, c'est-à-dire ces collaborations publiques-privées qui sont absolument indispensables. On a été, je pense, pendant longtemps, si on se place même historiquement, en gros, de la data produite par l'État. On n'appelait pas ça de la data à l'époque, on pouvait appeler ça de la statistique publique, de la donnée, on en produit depuis très longtemps, les cartes de cadastre ou autres. Voilà. C'est bien une production régalienne, importante, effectivement, pour beaucoup d'actes de notre vie, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Bon, ça a augmenté, la loi pour une république numérique a été citée, à un moment effectivement extrêmement important, mais peut-être qu'un moment de bascule, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, tout le monde devient producteur de data d'une certaine manière. C'est plus d'un côté l'État ou ses opérateurs qui produisent la donnée et puis les autres qui sont des utilisateurs. En fait, tout le monde se retrouve, plus ou moins consciemment d'ailleurs, également producteur de données. Comment on fait pour finalement mettre tout ça en synergie d'une manière qui soit intelligente? Il y a un modèle qui n'est pas le nôtre, je crois, qui est celui des GAFA, c'est-à-dire on a des grosses plateformes qui vont capter le maximum de données. Quand elles n'ont pas les données, elles vont racheter les entreprises qui ont les données. Et puis, à partir de ça, elles vont délivrer des services qui, d'ailleurs, pour partie, sont des services de bonne qualité. Je crois qu'il ne faut pas les dénigrer de ce point de vue-là. Mais dont on voit que ça pose des problématiques importantes en termes de domination économique, en termes de modèle de valeur. On ne peut pas être dépendant des choix des dirigeants des grandes plateformes sur la manière dont ils traitent la question des fake news. Enfin, il y a des questions démocratiques qui sont très très lourdes derrière. Et je crois qu'on a pris conscience ces dernières années qu'il fallait qu'on reprenne la main politiquement sur ces questions, parce que ces questions sont des questions politiques au meilleur sens du terme. Et à partir de là, il faut le faire ensemble. On ne peut pas le faire en disant, d'un côté, il y a l'État ou les collectivités, juste le public qui se débrouille de son côté, puis de l'autre côté, le privé qui se débrouille. Il y a vraiment besoin de faire circuler tout ça, d'autant plus que pour mettre en place beaucoup des traitements, que ce soit aussi bien les traitements de politique publique que les traitements dans le cadre du privé, on a besoin des données des uns des autres. Et ça a été un moment effectivement aussi essentiel dans la constitution de ce qui est devenu Equitia, c'est-à-dire qu'on a besoin de rassembler des gens dont les données vont être nécessaires pour faire des traitements. Si on prend des questions sur les questions de mobilité, comme Sandrine les a évoquées tout à l'heure, elle nous a évoqué, et tout de suite elle a évoqué un nom que tout le monde connaît bien, qui est celui de Waze, et la nécessité de faire un partenariat avec Waze, parce que c'est pas parce que la collectivité, la métropole a plein de données avec Tisséo évidemment sur ce qu'elle opère, mais il y a bien un acteur extrêmement important qui a d'autres données qui sont complémentaires qu'il faut avoir. Et la question maintenant, c'est d'arriver à organiser la circulation de tout ça. Et ça, c'est compliqué parce que classiquement, la circulation, elle s'est faite sous l'angle, et elle se fait encore sous l'angle, bon, vous avez des données, vous nous les mettez à disposition. Alors, dans certains cas,
et ça a été tout à fait justement dit, c'est encadré contractuellement. Il y a un contrat qui est fait avec un prestataire privé, les données appartiennent au commanditaire. Bon, donc acte. Enfin, je ne suis pas juriste, et il y a d'éminents juristes dans cette salle, donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais en gros, le cadre est clair. Mais il y a plein d'autres cadres où ce n'est pas le cas, parce que les données qui sont produites par Waze, ce n'est pas du tout fait dans le cadre d'une commande publique. Donc la collectivité, elle, n'a pas de droit d'emblée pour le faire. Comment on met en place tout un système fonctionnel pour arriver à faire en sorte que les données dont on a besoin soient effectivement accessibles d'une manière technologique à préciser. Je reviendrai peut-être un instant après. Comment on fait pour qu'il y ait des incitations à le faire, et comment on fait pour que tout ça devienne un petit peu industrialisé, c'est-à-dire que ce ne soit pas chaque collectivité qui doive aller négocier son propre contrat, parce que ça, c'est difficile. Alors, on a une très grosse collectivité avec la métropole de Toulouse, évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est un plus petit EPCI pour le faire, et on voit bien qu'on a besoin de créer ces modèles-là. Et donc, ce qu'on est en train de construire dans le cadre d'Equitia, c'est toute une réflexion sur la manière dont on organise les règles de gouvernance de la donnée sur l'ensemble des sujets, que ce soit des sujets d'éthique, de réglementation, des sujets de gouvernance des données, des sujets de modèles économiques, des sujets de sécurité, évidemment, sécurité des données qui sont très importants. Donc, voilà, et ça, c'est tout un travail. Et ceux qui sont intéressés, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre, notamment dans les travaux qu'on conduit, parce que c'est absolument indispensable. Oui, puis j'oubliais un élément, évidemment, parce qu'il y en avait 6, c'est aussi l'aspect technologique qui est également essentiel. Alors, je ne veux pas accaparer la parole, donc je dirais juste un mot, j'espère qu'on en reparle après. Le point qui est complexe, c'est comment on assemble des considérations qui sont, vous le voyez, d'ordre complètement différent. Quand on parle d'éthique, on est dans un champ, on va dire, qui est plutôt de celui des sciences sociales, sciences humaines et sociales. Quand on parle de réglementation, on est encore dans les SHS, mais vraiment cette fois-ci sur le droit. Quand on parle de gouvernance de la donnée, bon, on est sur beaucoup d'aspects, mais il y a des aspects aussi techniques qui doivent entrer en résonance avec les autres. Et donc, c'est bien la synergie entre tous ces aspects-là qu'il faut organiser. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin de rassembler des compétences extrêmement variées, qui sont souvent rares. Et on a la chance de construire une équipe là, qui est solide et qui les rassemble, justement, ces compétences. Très bien. J'ai l'impression, en fait, et le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train de vivre ce qui était le futur de la littérature de science-fiction, bien qu'aujourd'hui, c'est notre présent. Et aujourd'hui, on se pose les questions un petit peu justement autour de l'éthique et de l'utilisation avant de penser justement et de raisonner économiquement. Je trouve ça personnellement plutôt sain. Mais au final, Bertrand, quels sont les enjeux futurs et je dirais à court terme et à moyen terme Rémi l'a dit tout à l'heure, ils ont fait une enquête auprès du public. On est dans une question de société. Il faut vraiment se poser la question de quelle société veut-on. Et après, déjà, on peut définir un cadre juridique en fonction de la société qui évolue. On est sur des sujets sur lesquels on ne peut pas répondre par oui ou par non. On peut dire je suis pour à 70% et contre à 30% et rester très cohérent. Est-ce qu'il n'y a pas, tu parlais Rémi tout à l'heure de grands événements, des questions au final d'exception, de cadres peut-être d'exception qui peuvent arriver et qui pourraient permettre de voir différemment. Je sais que vous avez parlé aussi d'élaborer un label peut-être qui pourrait permettre de définir un cadre. Effectivement, je dirais peut-être deux choses en essayant d'être rapide. La première, c'est qu'il faut avoir des éléments peut-être de simplification pour les usagers, les citoyens, les entreprises, par rapport à toutes ces questions. Les questions éthiques, on a créé une charte éthique en 2020. C'est un guide, on accompagne les structures qui veulent vraiment être dans une démarche éthique grâce à ça. Mais si on dit à quelqu'un, voilà, telle entreprise a mis en place telle application, mettons, numérique, est-ce que c'est éthique ou pas? Qu'est-ce qu'on en sait? Voilà. Qu'est-ce qu'on en sait concrètement? Éventuellement, elle va se réclamer du fait d'avoir investi ça, elle va dire, nous, on est Ethics by Design, etc. Très bien. Qu'est-ce que j'en sais concrètement? D'accord? Comment on fait pour éviter l'éthique washing, en fait, pour faire simple? Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il fait de l'éthique. Bon, alors il y en a d'ailleurs qui se retirent, puisque j'ai cru entendre qu'il y avait un grand groupe américain qui avait un département d'éthique qui vient de fermer 2 ans après son ouverture. Ça en dit long. Mais parce qu'il n'y en avait plus besoin, parce que c'était devenu transversal. D'accord. Là aussi, ça en dit long. Comment on fait pour se repérer là-dedans? On a créé effectivement un label, et on a les premiers labellisés qui sortent là en ce moment même, puisque la première annonce a été faite la semaine dernière au Salon de la Data de Nantes. Ce label Equitia,
il est là justement pour aller vérifier si les engagements éthiques que peuvent porter un certain nombre d'organisations dans le cadre de leur projet, eh bien effectivement, sont réels, se matérialisent. Et pour nous, l'idée, c'est d'offrir une simplification effectivement pour le citoyen, c'est-à-dire que ceux qui vont porter leur projet pourront, à ce moment-là, si c'est validé naturellement, afficher le label, et ça peut permettre comme ça de voir mieux. Je vais prendre une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais le Nutri-Score a aidé à savoir effectivement quelle est la qualité alimentaire des produits et pas simplement se fier à des grandes mentions qui sont marquées sur les paquets de gâteaux en disant que c'est super sain pour la santé, qu'il faut en manger au petit déjeuner, quoi. Voilà. Non, ça permet d'aller au-delà et d'essayer de vérifier. Alors nous, ça va pas être un score, d'accord, c'est plutôt du oui ou non, mais néanmoins, ça va dans cette démarche-là. Voilà. J'ai déjà été trop long, donc je m'arrête. On verra plus tard pour le deuxième point. Merci beaucoup. Marc, à la région, vous avez une vision claire sur la relation à avoir avec les partenaires privés. On peut se poser aujourd'hui la question, justement, lorsqu'on a préparé cette table ronde, d'aller au-delà de l'application contractuelle et du rôle de chacun, en final, à l'heure de la donnée et du numérique. Alors, bonjour à tous. La question du partenariat public-privé pour la région, on le pose effectivement, comme toute collectivité territoriale, et ça a été dit, d'un point de vue purement contractuel, à savoir, est-ce qu'on est dans un marché public, on est dans une DSP, et l'application des clauses contractuelles. Mais si on veut faire de la souveraineté sur nos données, si on ne veut pas être dépendant de grands groupes, ou même de petits groupes étrangers, peu importe la taille de ces groupes-là, eh bien, parfois, il faut faire, entre guillemets, de l'investissement stratégique. C'est-à-dire qu'il faut favoriser l'éclosion de pépites régionales, de pépites françaises, de pépites européennes, parce que sinon, si on n'y prend pas garde, si on n'a pas cette fonction stratégique dans notre commande publique, dans le respect de la légalité, dans le respect du code des marchés publics, ce n'est pas le sujet, eh bien, petit à petit, on perd un petit peu dans souveraineté. Je vais juste vous prendre un exemple. À la région, quand on s'est posé la question d'avoir une solution de visioconférence, avant le Covid, on avait fait le choix d'une boîte anglaise qui s'appelait Starleaf. Et super boîte, sauf que Starleaf aujourd'hui est en cessation de paiement, a été racheté par Zoom. Et nous, on a un problème contractuel là-dessus parce que on n'avait pas à l'échelon local de boîte, on avait choisi une boîte européenne et aujourd'hui c'est une boîte américaine qui va récupérer toutes nos datas. Et quand je dis qu'elle récupère toutes nos datas, bon, du coup contractuellement on est en train de s'en séparer, mais si on n'y prenait pas garde, ça voulait dire qu'à chaque fois qu'on fait une visio pour aider un sous-traitant d'Airbus, un sous-traitant de la filière aéronautique, spatiale, sur le quantique, sur la cybersécurité et ainsi de suite, on avait un risque de captation de ces données-là. Et le risque de captation de ces données-là, à la région, on ne traite pas de secret d'État. Mais on peut déduire de ce qu'on traite un certain nombre de secrets d'État. Je veux dire, si demain on se met à faire énormément de visio entre Dassault et Airbus et Daher, le fabricant de drones, on peut, rien qu'en ayant les métadonnées, déduire qu'il se passe quelque chose en matière de drones. Si au contraire c'est calme plat, on peut penser qu'il se passe moins de choses. Et donc nous, on a vocation à la région à avoir une approche peut-être plus stratégique du partenariat public-privé, d'aider nos entreprises régionales, nos entreprises françaises à obtenir cette masse critique, parce qu'il ne faut pas se mentir, tous les pays du monde le font. Je veux dire, Boeing, vous enlevez la commande publique américaine, et notamment la commande militaire américaine, c'est une boîte qui n'a jamais été rentable. Et pourtant, quand nous, on essaye de subventionner ou d'aider une entreprise, eh bien, on a un cadre qui est peut-être plus contraignant au nom de la libre accès à la commande publique. Et il faut de la libre accès à la commande publique, mais il faut aussi, sur ces questions de données, défendre un point de vue de souveraineté. Et j'en terminerai juste à votre question par une toute petite remarque sur l'adéquation du public avec ces questions-là. Quand on dit, par exemple, 70% des gens sont pour quelque chose, il faut toujours se méfier de comment la question a été posée. Je vais juste vous prendre un exemple. Si je vous demande, et Sandrine l'a dit, est-ce que vous êtes pour qu'on ait de la data sur le gaspillage alimentaire dans les cantines, qu'elles soient au lycée, au collège ou en primaire? Là, si je vous le demande à la cantonade, 100% me répondent oui. Si par contre je vous demande, est-ce que vous êtes pour qu'on ait de la data qui révélerait globalement des pourcentages de religion des enfants? Là, à peu près 100% me disent non. Et pourtant, c'est la même data que je peux utiliser pour savoir
la consommation des enfants, ou au contraire pour déduire en fonction de est-ce qu'au grand pardon il y a une consommation qui a augmenté ou diminué, est-ce que pendant le ramadan il y a une consommation qui a augmenté ou diminué. C'est la même data que je peux utiliser pour déduire dans les grands blocs la religion des enfants. Et donc, moi, je me méfie toujours de ces statistiques d'adéquation de la population ou de la volonté de la population sur les questions éthiques, parce que la même data, et c'est ça le danger et la richesse de la data, peut révéler tout et son contraire. Rémi, je t'écoute. Non, je voulais juste rebondir sur l'intervention, parce qu'effectivement, c'est très intéressant et très vrai. Réadossé au contexte de la sûreté, en fait, c'est un peu la même chose. Sur une même donnée, je pense que le cœur, c'est la finalité de traitement de la donnée. Donc ça sous-entend, le propriétaire de la donnée et sa responsabilité de traitement. Quand on met en place un traitement technologique, on est responsable. On le fait en transparence auprès de la CNIL et on garantit le bon niveau de sécurisation qu'on se doit, le non-traitement de données personnelles, ou en tout cas, si données personnelles, c'est déclaré. Et puis derrière, c'est pour quel traitement ? Quelle finalité de traitement on met en place la technologie associée. Et si je fais le parallèle dans l'univers de la sûreté, effectivement, c'est comment on veut orienter. Sur une même donnée, est-ce que le but, c'est d'être en capacité, parce que quelqu'un va se faire agresser, se faire voler, de pouvoir agir très rapidement opérationnellement parlant, et auquel cas on va utiliser une donnée qui va nous permettre d'être proactif. Ce n'est pas le même traitement que d'utiliser cette même donnée à une fin commerciale ou une fin très différente. Et je pense que c'est aussi la capacité aux responsables de traitement d'être extrêmement précis, d'être extrêmement sécurisant dans le traitement et de ne pas créer de dérives derrière potentiellement les données qu'on utilise. Je dirais même que l'élaboration du questionnaire qui sera fait peut être presque un outil pour aller dans le sens que l'on attend pour qu'on puisse innover et obtenir les données que l'on souhaite. Marc, pour revenir aussi sur au-delà justement de la simple mise en application dans le cadre de la relation de partenariat, est-ce qu'il n'y a pas aussi une opportunité pour améliorer la connaissance sur des thématiques dans l'intérêt du public comme du privé en échangeant de la donnée ? Manifestement, de toute façon, le partenariat lui-même génère de la donnée et la connaissance, l'analyse, bien sûr en respectant le principe de finalité, conduit à un enrichissement mutuel, ça c'est évident. Et pour la région, en l'occurrence, mais je pense que c'est vrai de toutes les collectivités territoriales, parfois, avoir recours à un prestataire extérieur, c'est aussi avoir une donnée qui est peut-être plus qualifiée, ou du moins une prise de conscience que la donnée existe. Parce que ça a été dit avant la loi sur la République numérique, la question de savoir si les données étaient des biens de reprise ou des biens de retour, honnêtement, aucune collectivité se le posait, ou que les grandes collectivités se le posaient. On peut se poser la question, mais aller dans une petite collectivité, je vais citer personne pour insulter personne, mais vous allez à Pibrac, la question du bien de retour, du bien de reprise, je ne suis pas sûr que la maire se la posait avant, enfin que le maire à l'époque se la posait. Aujourd'hui, le fait d'avoir des clauses contractuelles, d'avoir des échanges sur ces sujets avec les prestataires personnes privées, eh bien, ça oblige à une réflexion globale et donc à un enrichissement. Et c'est aussi vrai, parce que là, on parle du partenariat public-privé, mais il existe aussi, et notamment à la région, des partenariats public-public. Et ces partenariats public-public, où finalement, on a la donnée des deux côtés et on essaye de s'enrichir mutuellement, ça, c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle culture de la donnée qui n'était pas forcément présente à la base. Compléter, c'est vrai que sur la partie contractuelle, c'est un modèle qu'on connaît, donc j'ai passé un marché, j'ai une DSP, donc ça, tout ça, on sait le faire vivre. Plus ou moins facilement, mais on sait le faire vivre. En revanche, quand on n'a pas de relation contractuelle, c'est là où on a un modèle à inventer. C'est comment est-ce qu'on fait ce donnant-donnant. Je te permets d'accéder à mes données qui ne sont pas forcément en open data, moi, en tant que collectivité. Mais toi, entreprise, tu me permets aussi d'accéder à tes données. Et puis, comment on échange, comment on travaille ensemble. Dans quel but ? Quel sera ton modèle économique ? Parce que l'idée, c'est d'échanger. Ce n'est pas forcément que je t'achète quelque chose, parce qu'il y a toujours cette tentation de la part de l'entreprise privée. C'est normal, c'est son moteur. Donc, elle a toujours plutôt envie de vendre ses données. Sauf que nous, en collectivité, on dit non, ce n'est pas forcément l'idée. L'idée, c'est plus de travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement ? Et donc, tout ça, ce modèle-là, il est inventé. On est en train de l'inventer avec les universitaires.
puisque en fait les universitaires, les laboratoires de recherche, eux, ils ont des cerveaux magnifiques, mais ils n'ont pas trop de données et pas trop d'idées de cas d'usage très concrets. Donc là, ça les intéresse. Et nous, en tant que collectivité, on a des cas d'usage concrets, on a les données, on a un peu moins de cerveau parce que ils sont pas faciles à recruter quand même, hein, et puis ils coûtent cher ces gens-là. Donc voilà, donc c'est ça, on est en train de l'inventer. En revanche, le partenariat hors cadre contractuel avec une entreprise privée, celui-là, il faut le construire, quoi. Et donc c'est là où les réflexions avec Equitia sont intéressantes, c'est d'arriver à imaginer quelque chose de nouveau qui ne soit pas basé exclusivement sur la relation contractuelle et puis je suis client, je t'achète, je te vends, quoi. Mais c'est là où à la SNCF, Rémi, vous avez justement, par rapport au projet avec Ublim, réussi à innover en aidant au final le public à intervenir, enfin le public mais pas que, mais bon, sur le continuum de sécurité, à mieux intervenir, à avoir des informations, à accéder à des données pour être plus efficace au final. Alors en fait, c'est pour être un peu plus terre à terre, entre guillemets, un peu plus concret. On parlait des grands événements, c'est demain. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de réflexions sur le cadre juridique, beaucoup de réflexions sur l'acceptation sociétale, sur les notions d'éthique. Et puis on a aussi la contrainte, c'est OK, mais quel est le défi qu'on peut relever pour être concret et opérationnel ? C'est-à-dire que, pour faire très simple, aujourd'hui, quand on parle du continuum de sécurité, je vais prendre des exemples. Demain, la BRI, le RAID, enfin les interventions spéciales, les forces du ministère de l'Intérieur doivent intervenir en gare, parce qu'il y a potentiellement quelque chose de grave. Quel est le bon niveau d'information qu'on est capable de leur fournir, nous, côté SNCF ? Et puis, même très concrètement, c'est même pas le bon niveau d'information, c'est comment on leur fournit cette information. C'est-à-dire comment eux, un agent opérationnel qui est externe à la SNCF, peut accéder à une information utile, un plan de gare, les issues de secours, potentiellement une information à chaud de ce qui se passe. Et une fois qu'on s'est dit ça et qu'on parle d'événements qui sont demain, on sait qu'il y a beaucoup de réflexions structurantes, mais puis il y a aussi la réalité opérationnelle. Et comment on y répond ? Alors effectivement, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de se saisir. Alors on est toujours dans des expérimentations, ce n'est pas forcément encore des déploiements généralisés, mais d'arriver à trouver des solutions technologiques efficaces, bien évidemment qu'on essaye le plus sécurisé possible, mais qui permettent ce partage d'informations entre le groupe SNCF, entre les agents SNCF, puisque c'est une grande maison. Un conducteur de train, un agent de sûreté ne dépendent pas des mêmes services, n'ont pas toujours accès à la même information, à la même donnée. Donc on a déjà ce défi de pouvoir rendre accessible en interne SNCF la donnée en qualité, et puis de pouvoir la partager à l'externe. Et donc quand on travaille avec les forces du ministère de l'Intérieur, c'est quelle solution on peut mettre en œuvre. Mais donc, ce que tu citais, qui est une expérimentation parmi d'autres, mais effectivement, avec une start-up Ublim, ça a été de pouvoir mettre à disposition ce que je vais décrire comme un principe un peu de QR code propriétaire amélioré, qui permet un scan efficace avec une forte puissance de scan qu'on peut très facilement incorporer dans des affiches, des graphiques et qu'on pourrait mettre en gare, et qui permettrait un partage d'informations sécurisées pour un collectif donné. Voilà, ça c'est à titre d'exemple, mais c'est de dire qu'on a aussi, au bout d'un moment, besoin de relever des défis très opérationnels pour être prêt demain, puisque quand il se passera potentiellement des choses, et on espère le moins possible, il faudra pouvoir agir. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir ouvrir les débats aux questions du public. Nous vous écoutons. Alors, donc, une question de Benoît Chabrier, donc, du SGAR Occitanie, à destination de Sandrine Maton, donc, de Toulouse Métropole, sur les DSP donc, qui auparavant n'étaient pas soumises à mettre à disposition les données, qui depuis donc, la loi pour une république numérique doivent donc, rendre les données aux commanditaires. Et donc la question de Benoît est de savoir quelles données au final ça a apporté depuis que la DSP a été renégociée sur la métropole. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on travaillait par cas d'usage.
Donc pour l'instant, on n'a pas de cas d'usage d'alimentation et de travail sur l'eau. Donc très concrètement, on n'a pas encore été interroger nos délégataires pour justement récupérer ces données pour en faire un cas d'usage dans le cadre de la plateforme Yadata. En revanche, ils travaillent avec le service qui s'appelle du cycle de l'eau pour justement pour avoir ces échanges et ces éléments de données. Je ne sais pas te répondre très concrètement sur comment ça se passe. Ce que je sais dire, c'est que quand les contrats ont été faits, j'avais été interrogé sur des clauses spécifiques à rajouter dans la DSP pour que le moment venu où on a vraiment le besoin concret qui se matérialise, on puisse avoir ce cadre-là. Puisqu'on a quand même toujours cette problématique qui est aussi de sobriété. On ne récupère pas pour récupérer, qu'on récupère quand on en a vraiment besoin. Donc voilà, donc c'est aussi ça, la sobriété numérique, c'est de ne pas collecter, je dirais, de façon massive sans avoir un besoin concret, quoi. Mais il y a aussi d'autres DSP là, qui sont actuellement en cours de renégociation. Et je suis sollicité par mes collègues qui s'occupent des contrats pour justement en discussion avec les avocats des candidats pour dire, bon, nous ici on veut une API, oui on veut ça, voilà, pour arriver vraiment sur des choses très, très concrètes et pas juste une clause un peu générale, on veut récupérer les données. Donc vraiment on est en train d'aller de façon très précise, technique, pour dire la façon dont on voudra récupérer les données le jour où le cas d'usage se présentera, quand on voudra exploiter ces éléments-là, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît ? Alors, Monsieur Courset, donc DSI de la métropole, c'est d'abord nous a apporté son avis sur la grosse problématique de l'interopérabilité aujourd'hui des données au sein des institutions publiques. On peut parler de toutes les problématiques de standardisation, de normalisation. Bertrand, je crois que vous vouliez dire un mot là-dessus avant de... Oui, je vais peut-être dire un mot là-dessus, puis sur la question, avant que Marc Sulman, évidemment, revienne sur la question directe de M. Courset. D'abord, oui, cette question de standardisation, elle est absolument cruciale. Il se trouve que je préside par ailleurs le Conseil national d'information géolocalisée, dont une des fonctions, c'est justement de travailler à la constitution de standards pour tout ce qui est, justement, les données géographiques notamment. Bon. Prendre un exemple que tout le monde connaît. Tout le monde imagine ou imaginait que l'adresse, c'est simple, on a tous une adresse, enfin, on l'espère, sauf malheureusement certaines personnes. Et donc on imagine qu'il y a une base de l'adresse. Ben non, enfin si, maintenant, on est en train de constituer la base adresse nationale, qui fait partie des jeux de données de référence qui sont inscrits dans la loi pour une république numérique. Tout ça est extrêmement récent, parce qu'il y a plusieurs bases, des bases différentes, pas vraiment interopérables, parce que les différents acteurs avaient des besoins différents. Bon. Et donc, cette question qui est posée, c'est une question qui est extrêmement lourde. Il faut avoir, du coup, des endroits où on dialogue. Parce que ça peut être fait à un niveau de l'État, parfois, bon, et au niveau de la base adresse nationale, de manière très légitime, parce que les grands acteurs, en fait, des bases adresses, c'était quand même la direction des finances, l'INSEE, et puis la Poste, qui n'est plus l'État, mais en tout cas, qui est quand même une grande entreprise nationale. Mais ça peut être parfois avec des entreprises, parce que tout simplement, elles vont créer des données,
elles vont mettre des attributs, elles vont créer des ontologies, sans forcément partager ça avec les autres. Et le jour où on a besoin de croiser les données, le jour où on a besoin de faire les traitements, on n'y arrive pas. Dans les freins, effectivement, réels, il y a cette question-là. Donc avoir les espaces de concertation public-privé pour justement créer des standards, c'est absolument déterminant. Et n'oublions pas un point, parce qu'en arrière-plan de notre discussion, il y a quand même toute la compétition mondiale. C'est que si nous, on n'est pas capable justement de réunir ces acteurs pour essayer de peser sur les standards, ils nous sont imposés d'ailleurs. Voilà, et notamment des GAFA. Donc ça, c'est un premier point, évidemment, extrêmement important. Et puis, sur le deuxième point, sur la question, je vais juste revenir sur le label avant de laisser la parole à Marc, parce que je pense que c'est à lui que s'adressait la question, mais sur la question, sur la manière de formuler les choses, sur finalement, quelle est l'intention dans le traitement, quand à Equitia, on crée le label, ou on va décerner le label, ou plus précisément, quand un auditeur indépendant va faire l'audit des choses pour voir si le projet data mérite le label, bien entendu que la finalité de traitement est une finalité qui est complètement essentielle. Et donc derrière, la question n'est effectivement pas, de manière générale, on ouvre tout, puis derrière, les gens vont se débrouiller, parce que cette logique-là, elle est importante, mais elle a ses limites, et on l'a vu, l'open data, ça a été à la fois un très grand progrès, mais forcément limité par le fait que derrière, les usages parfois peuvent être compliqués, donc on va restreindre l'ouverture pour éviter des usages qu'on ne voudrait pas. D'accord ? Il faut passer, je pense, à une nouvelle phase où on se dise vraiment, usage par usage, est-ce que c'est légitime de le faire ? Donc est-ce que c'est éthique ? Est-ce que c'est conforme à un cadre comme celui, par exemple, qui est proposé par Equitia ? Technologiquement, comment on va le faire pour éviter tous les risques qui ont été évoqués ? Et la remarque de Marc Sulman était très importante. Mais pardon, je vais juste dire ça, mais je pense que Marc, tu dois avoir des choses à compléter. Non, donc sur votre question, finalement, sur la question du big data et des jeux massifs de données, le fond du problème, mais qui finalement est une question presque philosophique fondamentale, c'est est-ce que l'État ou une personne privée peut avoir plus d'informations sur moi que celles que je connais moi-même. Et c'est très souvent le cas. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la région, mais concrètement, vous faites une petite infraction, l'État prend votre ADN, l'enregistre au fichier national des empreintes génétiques, bon, il l'effacera dans 40 ans. Votre fils fait une petite infraction, on prend son ADN. Eh bien, l'État sait si votre enfant est vraiment votre enfant ou pas. Ou du moins, il est possible d'extraire du fichier génétique ces données-là, alors que vous-même, vous l'ignorez. Donc, je ne veux inquiéter personne, mais sachez... Il y a un gros blanc. C'est ça. Non, mais ça marche que pour les hommes, effectivement. Mais et cette question-là, la question de savoir est-ce que par un jeu de données, je peux obtenir plus d'informations que sur celles que l'individu lui-même connaît, c'est une question, voilà, je vous ai pris un exemple qui n'a rien à voir avec le collectivité territoriale, et l'État ne fait pas de traitement de ce type, je tiens à le préciser, même s'il est en capacité de le faire sur le FNAEG. Mais ça signifie bien que la question, c'est le type de société dans laquelle on veut vivre. Et à la région, on est nombreux à penser, sous l'influence d'Equitia, que le cadre éthique est prédéterminant de l'utilisation de la donnée. Et qu'il ne faut pas tomber dans un peu cet amour de la modernité qui serait toute la modernité est bonne à prendre. Il ne faut pas être non plus devenir un Amish, ce n'est pas le sujet, mais il y a un juste milieu, et dans ce juste milieu, la question du big data, il faut la traiter, et là c'est une réponse plus personnelle que je fais, eu égard à l'asymétrie d'information. Il ne faut jamais que l'État ou une personne morale de droit privé, un grand groupe, ait plus d'informations sur l'individu que lui-même puisse en avoir. Parce que là, on rentre dans du prédictif, on rentre dans des choses où la vie privée disparaît. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste rebondir aussi sur M. Courset qui a parlé donc de l'open data et des problématiques peut-être justement de standardisation et de rôle des éditeurs derrière qui n'assument peut-être pas un rôle qui devrait être. Alors je ne dis pas de produire des données, mais je dirais de simplifier tout simplement l'open data, où dans le sens, si c'était bien fait et si les outils étaient bien faits, l'open data serait transparent pour faire sortir les données des systèmes d'information des collectivités, car les outils le feraient. Et tout ça aurait été tout simplement piloté dans une relation entre les éditeurs et les institutions publiques
pour avoir de la donnée qui effectivement donc puisse être mise à jour de manière équitable, peu importe les moyens des collectivités, puisqu'on parlait tout à l'heure aussi donc avec Marc et Bertrand donc de la difficulté pour des collectivités donc qui sont soumises à l'obligation d'open data. Donc je rappelle des collectivités de plus de 3500 habitants et de plus de 50 agents. Ça veut dire certaines collectivités qui ont pas de DSI, mais même pas une personne, où tout est complètement traité à l'extérieur, et pour qui on est sur des sujets et des contextes qui sont tellement loin de la réalité. Et c'est là où les outils devraient permettre justement d'émanciper le quotidien des agents et des élus des petites collectivités. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas être intégrés dans une démarche collective. Je rappelle bien la notion de gouvernance partagée de la donnée sur un territoire. Mais je dis juste que les outils permettent la réalité, on va dire, pour apporter justement de l'équité entre les différentes collectivités sur les territoires. Il nous reste 4 minutes et donc on a le temps de prendre encore une, voire 2 questions, ça dépend des questions. Oui. Alors je vais avoir du mal à la synthétiser celle-là. Alors, moi, j'ai compris 2 choses. J'ai compris, vous me corrigerez si j'ai bien compris. Il y a la problématique donc, de l'open source. Donc effectivement, comment est-ce qu'on capitalise là-dessus et comment on repartage, c'est ça ? Premier aspect. Et deuxième aspect, quel retour il y a par rapport aux prestataires privés ? Alors, je vais faire deux réponses. Sur la partie open source, donc là effectivement, donc on a développé toute on va dire une stack, un front, un back pour le big data et qui est repartagé sur le GitHub de la métropole. Donc celui-là, il est repartagé. Sur la partie contractuelle avec les prestataires ou les délégataires, là on est vraiment sur des choses différentes parce qu'en fait, dans ce cadre-là, contractuellement, c'est on va dire le délégataire qui fait le traitement, qui gère, on va dire, l'eau, puisque la question avait été posée par Benoît Chabrier, qui gère l'eau en notre nom et pour notre compte. Donc il est bien sur ses outils et c'est lui qui le fait. Donc il n'y a pas de retour pour la collectivité. Nous, ce qu'on attend bien de retour, ce sont les données. Comme ça, le jour où la DSP s'achève, où on veut changer de délégataire, où on veut nous aussi faire du traitement sur les données pour voir comment le contrat se comporte, sur, je sais pas, moi, sur la consommation d'eau, sur ce qui se passe en amont de la ville, en aval, l'assainissement, etc. Donc ça, voilà, ça, c'est des choses, des traitements qui peuvent être faits par la collectivité. Mais l'essence même d'une délégation de service public, c'est que c'est une compétence de la collectivité qu'on confie à un tiers pour dire, voilà, tu vas gérer, mais dans ces conditions-là, à ce prix-là, et voilà, c'est toi qui fais. Donc il n'y a pas la question du retour de l'outil en tant que tel. Voilà, le contrat fonctionne comme ça. On peut peut-être après développer plus après la fin de la table ronde, mais je ne sais pas si c'est ça exactement la problématique qui était posée. Bon, voilà. Bah, très bien. Donc, est-ce que quelqu'un veut prendre le mot de la fin pour conclure ? Je ne sais pas. Un élu, par exemple ? Je ne vois pas du tout. Non, j'aimerais juste rebondir sur la dernière question, et ça sera la conclusion. C'est que finalement, sur les questions du partenariat public-privé, tout à l'heure, on a eu une métaphore filée sur la religion, mais pour le coup, le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails parce que
nous, à la région, par exemple, on essaye de récupérer, quand on demande à des prestataires de construire des logiciels, on essaye de récupérer les briques logicielles. Et parfois, quand je dis briques logicielles, c'est aussi certains algorithmes en matière d'IA. Parce que ça nous permet de les documenter, ça nous permet de les mettre à disposition de la collectivité, de la communauté, et parfois ça permet même de les faire gagner en puissance. Mais par contre, et j'en terminerai juste par là, il y a juste un tout petit danger, c'est que c'est un monde qui est très mouvant, c'est un monde où les outils d'hier qu'on considérait comme gratuits deviennent par exemple payants. C'est le cas aujourd'hui de Java et d'Oracle, où Oracle demande des licences d'utilisation à tout le monde, y compris pour des gens qui n'ont jamais développé en Java. Sous prétexte d'être une collectivité, Oracle vient vous demander de lui donner de payer une licence. Et ce monde mouvant, il implique, pour lutter contre ça, la multiplication des jeux ouverts de données, la multiplication des systèmes open source et documentés qui permettent d'éviter de prendre en otage, littéralement, les collectivités. Et juste pour terminer, juste pour vous l'indiquer, quand on est pris en otage pour une collectivité, c'est par exemple une application SaaS que tout le monde utilise, qui du jour au lendemain nous explique que c'est 40% en plus le prix de la licence annuelle. Et pour une collectivité, c'est impossible. Et donc, le partenariat public-privé, il doit se faire aussi à travers l'open source, à travers les jeux ouverts de données, pour permettre la confiance et la gestion saine des deniers publics. Merci à tous pour cette table ronde. Très bonne journée. Thank you.